Salut à tous les deux. Salut, salut. Salut Pierre, salut Pablo. Alors aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps à parler de la gauche. Catherine, tu nous as suggéré la lecture de plusieurs rapports, de plusieurs tribunes notamment, qui s'interrogent sur ce que la gauche n'a pas fait, ou en tout cas sur le rapport de la gauche et des classes populaires. On dira un mot aussi quand même de la situation aux portes de l'Europe avec ces 3000 exilés, réfugiés qui sont pris en tenaille, si je puis le dire ainsi, entre différents acteurs, euh, sans tenir compte évidemment de la situation déplorable dans laquelle se trouvent ces gens-là. Et puis on dira un mot, ce soir il y a le deuxième débat des Républicains sur BFM. On dira un petit mot sur ce que Zemmour fait à cette droite qui est de plus en plus tentée par les thèses et les propositions d'Éric Zemmour. Alors d'abord un mot sur la gauche, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été diffusées dans la presse ces derniers temps. Il y a eu cette tribune de Thierry Pech, qui est le directeur de la fondation Terra Nova, qui revient sur une commande d'ailleurs de la fondation, qui avait publié un rapport assez dur sur la gauche, qui aurait finalement comment dire, abandonné les classes populaires. Et c'est une thèse sur laquelle il a voulu revenir, Thierry Pech, en disant qu'il ne suffit pas de déclarer sa fidélité aux classes populaires pour les rencontrer. Et il fait tout un tas de constats qui sont très intéressants. Et on va revenir dessus. Il y a aussi pas mal de littérature qui ont été publiées ces derniers temps autour de cette question de la gauche et des classes populaires. Je pense notamment au papier de Frédéric Savicki, qu'on peut aussi trouver sur le site. On va y revenir tout d'abord, mais il dit, Thierry Pech, que la gauche ne comprend pas la transformation et les divisions du monde. Il parle de concurrence entre les travailleurs. Vous avez le sentiment, vous, que depuis 10, 20, 30 ans, effectivement, que le monde social, que le monde du travail s'est profondément transformé, que la gauche n'a pas su accompagner ces mutations, finalement, du monde du travail, dont on est passé de l'ouvrier à d'autres types de classifications qui sont différentes. Et ça, la gauche n'aurait pas su l'accompagner, Catherine? Euh, Moi, ce que j'ai comme sentiment, c'est que dit comme ça pourrait paraître caricatural. Il n'a échappé à personne que il y a beaucoup moins de grandes usines de production et que donc ce qu'on appelle aujourd'hui les ouvriers, ça n'a plus grand-chose à voir avec les ouvriers de Renault-Billancourt dans des usines de milliers d'ouvriers. Donc ça, je pense que on peut pas dire que ça n'a échappé, enfin, que le monde politique et la gauche en particulier ne l'a pas vu. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a cette idée de la réunification de la gauche qui hante un petit peu les esprits. Et donc, on est souvent à la recherche, à mon avis, d'une unité perdue. Et en ce sens, je crois qu'on ne prend pas la mesure de l'ampleur des transformations qui affectent le monde populaire. La dernière le dernier exemple le plus marquant de cela, à mon avis, ça a été l'affaire des Gilets jaunes, qu'on a vu un peu comme étant la nouvelle expression du monde populaire qui, enfin, je pense à quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, mais qui vraiment avait le sentiment que enfin le monde populaire reprenait la parole. Quelqu'un comme François Ruffin a beaucoup honoré ce mouvement-là, a voulu le valoriser, on a fait un film, etc. Et à mon avis, c'était un leurre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme, les conditions, les questions qui étaient posées par les Gilets jaunes constituaient de vraies questions qui concernaient une partie du monde populaire, mais l'ensemble des questions, je ne sais pas moi, si je prends celle des services publics par exemple, on voit bien que la question des services publics ne se pose pas de la même manière si l'on habite un territoire où les services publics sont partis, si l'on habite la banlieue où les services publics sont dégradés, ou si l'on habite les centres urbains dans lesquels les services publics sont peut-être plus présents, mais que l'on paye d'un renchérissement très très grand de l'accès au loyer, par exemple. Donc je pense que sur les mêmes questions qui intéressent l'ensemble des catégories populaires, le loyer, enfin, le logement, les services publics, les transports,
le pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce qui est la contrainte et ce qui n'est pas dans la contrainte, que tout ça, c'est vécu de manière extrêmement diverse, au-delà même de la diversité des métiers, de la diversité des statuts, de la diversité des revenus. Donc ça fait un monde extrêmement, extrêmement divers et que l'on chercherait, à mon avis, inutilement à vouloir réunifier. Ce qui ne veut pas dire que la gauche n'a rien à faire comme travail, mais ça, je te laisse Pablo, puis je dirai d'autres choses après. Ouais, et surtout, en fait, Pablo, j'avais envie de te poser cette question parce qu'on dit toujours la gauche, son électorat, c'est issu des classes populaires, ou en tout cas, elle va adapter son discours pour répondre aux exigences, aux attentes et aux aspirations des classes populaires. Mais est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Parce que ce que rappelle Frédéric Savicki, notamment dans son papier, c'est qu'en 2011, quand Olivier Ferrand dirige Terra Nova, il explique très clairement, il invite les socialistes à abandonner les classes populaires pour se diriger vers de nouvelles catégories qui seraient plus socialistes compatibles. Je pense aux jeunes, aux femmes, aux minorités. Est-ce que c'est vraiment encore une stratégie ancrée à gauche que d'aller chercher les catégories populaires? Oui, alors je pense que ce n'est pas exactement ça que disait l'étude de 2011. Ce que disait l'étude de 2011, c'est qu'il fallait aller chercher au sein des catégories populaires, dans un peu une visée intersectionnelle, les catégories dites issues des minorités, c'est-à-dire à la fois les femmes, les minorités raciales, etc., ou les minorités liées à des sexualités. C'est ça qu'il disait d'aller chercher, mais au sein des catégories populaires. Moi, je pense qu'il y a le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de catégorie populaire, lorsque des représentants de la gauche ou dits de la gauche parlent de catégorie populaire, le principal problème, c'est que c'est avant tout présenté comme un argument de vente. C'est-à-dire de dire, je vais m'adresser aux catégories populaires, je vais faire des propositions pour les catégories populaires, mon programme est orienté pour les catégories populaires. Mais en vérité, il n'y a rien qui est vraiment architecturé. L'architecture générale de la proposition politique qui est faite par tel ou tel camp politique à gauche n'est pas vraiment articulée autour de la question du populaire. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que disait Catherine tout à l'heure, la définition du populaire, comme c'est pas vraiment pensé, comme c'est juste pensé, à mon sens, comme un argument publicitaire en fait. C'est votez pour nous, vous les catégories populaires, il faut que vous votiez pour nous parce que voilà la proposition, les petites propositions que nous pouvons nous faire. Comme tout n'est pas architecturé en fonction des catégories populaires, forcément, au bout d'un moment, il y a un divorce qui se fait parce qu'il y a nécessairement des trahisons qui vont se faire jour, notamment lorsque la gauche arrive au pouvoir. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que en fait, le terme de catégorie populaire, c'est ce qu'explique dans sa note Thierry Pech. C'est au départ, on parlait de la classe ouvrière. C'était ça qui faisait, en gros, le substrat de la gauche. Mais attention, ce n'était pas un substrat électoral. C'était un substrat, c'était la composition sociologique de la gauche. Enfin, c'était plus comme on dit, une volonté. Il voulait que la classe ouvrière, ça soit le substrat politique de la gauche. Il s'avère que parfois, c'est surtout un électorat, mais c'était ça auparavant. La classe ouvrière, la force de la classe ouvrière, c'est qu'elle se considérait pour elle-même et par elle-même. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des propositions qui sont faites. Alors, on dit oui, on va leur donner un peu plus de pouvoir d'achat, on va augmenter le SMIC, on va baisser les charges sociales, ou on va, je sais pas, non, d'ailleurs, augmenter les charges sociales, mais comme tu disais, Catherine, tout à l'heure, tu disais oui, on va développer pour certaines catégories populaires, on va développer les services publics, etc. Mais dans la pensée initiale en fait du socialisme et du communisme, il y avait la volonté de donner le pouvoir en fait à la classe ouvrière. C'est de dire on va renverser en fait le système de domination qui aujourd'hui écrase la classe ouvrière et on va donner le pouvoir. C'est-à-dire que c'était autrement plus ambitieux que juste de dire on va augmenter le SMIC de 15, 20, 50% même. C'est pour ça que je parle de perte d'une architecture. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus que des petites propositions à la marge qui, en plus de ça, il faut ajouter les trahisons. C'est-à-dire qu'on sait à la marge ou pas à la marge d'ailleurs. Hein. Ouais.
elles ne sont pas forcément à la marge. Je veux dire, c'est que on s'adresse aux catégories populaires. Elles ne sont plus le centre du projet. Exactement. Elles ne sont pas le centre de la politique, Pablo, de la pensée politique. Tu étais en train de commencer à parler de trahison, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Frédéric Savicki, il explique que justement, face à la désaffection des classes populaires pour les partis de gauche, et c'est vrai pour l'ensemble des démocraties occidentales, c'est ce qu'il explique, il parle de défaillance dans l'offre des partis de gauche, et c'est pour partie ce qui explique que le Parti socialiste, par exemple, s'est tourné, ou en tout cas fait son mea culpa sur une forme d'angélisme qui était le sien sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, de laïcité aussi. Mais c'est assez juste finalement en fait. C'est-à-dire que cette désaffection des catégories populaires a droitisé une partie du logiciel des partis de gauche. On le voit aujourd'hui pour partie alors bon, ça, le fait que ce soit concomitant n'en fait pas une cause à effet. Ce que je trouve intéressant dans la note, parce que la note de Terra Nova dont il est question, qui était la note de 2011 qui précédait donc l'élection de François Hollande, qui préparait, enfin qui proposait une stratégie pour François Hollande. Comme l'a dit Pablo, c'était pas, c'est beaucoup trop simple que de dire c'est un abandon des catégories populaires. C'est plutôt, on ne considère plus le monde populaire comme la centralité du projet, mais par contre, on prend dans ce monde populaire un certain nombre de porteurs de combats qui paraissent compatibles avec une alliance avec les diplômés des centres urbains. Je veux bien que vous soyez raccord tous les deux, mais on a lu la même note et il dit très clairement, Olivier Ferrand, que pour lui, les classes populaires ont abandonné les idéaux de gauche et qu'elles sont parties sur des formes de repli, sur des formes de conservatisme et que ce n'est pas rattrapable. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est quand il parle, il dit qu'il faut s'adresser aux jeunes, aux femmes, aux quartiers populaires et aux émigrés. Si tu mets tout ce monde à bout, ça commence à faire une grosse partie du monde populaire malgré tout. Donc, c'est ce que moi je trouve qui est intéressant, c'est que cette note cristallise encore 10 ans après un débat sur est-ce que la gauche a abandonné sciemment le monde populaire. Moi, ce qui me semble qui était très problématique dans cette note, c'est pas qu'elle aurait été suivie à la lettre, c'est qu'en fait, il dit en gros, nous ne sommes plus capables de répondre aux aspirations socio-économiques. Parce que la mondialisation, parce que je sais pas quoi, blabla, la fin de l'État-providence, tout ça. Donc, on ne peut plus répondre aux aspirations socio-économiques. Par contre, nous sommes porteurs d'un progressisme sociétal, pour aller vite. Et donc, il faut qu'on se mette sur le terrain des valeurs. C'est-à-dire que c'est sur ce terrain-là que nous sommes capables de construire une majorité politique qui allie une partie substantielle du monde populaire en alliance avec les diplômés des centres urbains. Donc c'est ça, vraiment la proposition de Terra Nova. Et pourquoi je pense que cette proposition, elle est profondément fausse. Elle est pour la raison que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de réponse politique convaincante qui ne soit que sur le terrain des valeurs. On est en train de le voir, c'est-à-dire que si on n'est que sur un terrain de grande généralité sur les principes, on ne peut pas dire qu'on soit hyper performant dans l'attaque qui est en train d'être faite justement sur ces valeurs, sur ces grands principes. Il faut être capable d'avoir un point de vue global qui soit à la fois susceptible d'apporter des réponses concrètes et qui soit capable d'insérer ces réponses concrètes dans une vision globale qui évidemment se fonde sur des valeurs et sur des objectifs. Et ce que je crois qu'est l'erreur stratégique absolue, c'est d'imaginer qu'il y a une gauche sociale et une gauche morale. Cette espèce de division gauche sociale, gauche morale est un leurre total. Il n'y a pas de réponse sociale sans les principes, les valeurs de la gauche. Il n'y a pas de tenue de la gauche morale si elle ne s'appuie pas sur des propositions concrètes et effectives en faveur du monde populaire. Et donc, cette séparation qui était proposée par Terra Nova, au fond, c'est ça le problème. C'était cette division en deux stratégies, d'une certaine manière, j'allais dire de façon un peu provocatrice. C'était un wokiste avant l'heure, c'est-à-dire qu'il était très sur les combats
oui, sur les dominations. Et dans les dominations, il y en avait une qui avait disparu, c'était la domination de classe, la domination économique, sur laquelle il disait, bon, ben, celle-là, on n'y répondra pas, on la laisse de côté, quoi. Il est beaucoup question de rencontrer les classes populaires dans les notes, les différents papiers qu'on a évoqués jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi, rencontrer les classes populaires quand on fait de la politique? Bah, le problème, c'est que je pense que c'est une dénomination qui est excessivement problématique. C'est comme tout à l'heure, Pierre t'a dit, ou Catherine, je ne sais plus, qui a parlé d'offres politiques. Moi, tout ce vocabulaire qui est issu de je ne sais pas quoi. C'est moi qui ai cité Frédéric Savicki qui disait qu'effectivement, il y avait une Voilà. désaffection des classes populaires, qu'il y avait une défaillance dans l'offre politique des partis de gauche. Mais la politique ne devrait pas être une affaire d'offres, en fait. La politique devrait être une affaire, et pas enfin, on ne peut pas raisonner, en fait, sur les classes populaires en disant qu'il fallait les rencontrer. Moi, il y a un truc, en fait, qui me dérange dans la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, c'est quand on dit, oui, ils ont le Parti socialiste ou la gauche a abandonné les classes populaires. Mais quand est-ce qu'elle était du côté des classes populaires? On ne peut pas vraiment dire. Il y a eu effectivement quelques mesures qui ont montré qu'elle était plutôt du côté des classes populaires. Mais enfin, il y a eu les 35 heures, effectivement. Il y a eu peut-être, si on remonte plus loin, la 5e semaine de congé payé ou la retraite à 60 ans. Mais enfin, c'est quand même pas, je suis désolé de le dire, mais même les 35 heures, c'est pas grand-chose. En fait, c'est pas suffisant pour dire ah bon, bah c'est bon, on a essayé d'être du côté des classes populaires, maintenant mettons-nous du côté, comme le dit Catherine, du côté des valeurs et de la morale. C'est pas suffisant, ils n'ont pas assez essayé, on n'a même pas commencé à essayer. Moi, c'est ça, je pense que genre, le problème, c'est que la gauche a perdu sa perspective révolutionnaire. Et là, je vais faire un peu mon toto de service, mais si la gauche ne peut pas proposer un projet, mais un récit fort de renversement des structures, des renversements complets en fait des structures de domination qui font qu'il y a des catégories socio-professionnelles et une classe entière de la population qui est presque majoritaire aujourd'hui, qui est assommée par des dominations, si elle ne propose pas un renversement de cette domination, elle n'a rien à proposer. En fait, proposer juste des ajustements et dire non mais vous allez voir, on va vous rouvrir la poste ou on va vous mettre un métro non pas toutes les 2 minutes mais toutes les minutes. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, c'est très important au contraire, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut que l'entièreté en fait du projet on fasse un projet en fait de rénovation complète de notre société. Et ça, aujourd'hui, le travail il est plus fait par les partis, notamment par la gauche dite de gouvernement. Et la gauche dite de gouvernement, ça va de la France insoumise au Parti socialiste en passant par les Verts. Oui, enfin, à ceci près que la réponse qu'en a faite Jean-Luc Mélenchon ou la France insoumise, c'est précisément la stratégie populiste, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui vise à aller chercher justement le peuple. Et d'ailleurs, il le dit, il faut fédérer le peuple. C'est une partie de la réponse, Catherine, pour toi, à cette désaffection du monde populaire par la politique. La réponse qui a été celle de Mélenchon sur la stratégie populiste, c'était une partie de cette réponse. Une stratégie sur laquelle, justement, le Terra Nova s'est positionné en disant il faut adopter une stratégie parce qu'il y a le péril populiste, justement. Oui, je ne sais pas, quand ça a été fait en 2011, ce n'était pas dans l'air du temps, le péril populiste. Ce n'était pas tellement ça. C'était déjà évoqué, mais... En tout cas, ce que moi j'ai regardé de façon intéressante, c'est pour en vue de notre discussion, c'est combien d'ouvriers votaient pour Jean-Luc Mélenchon en 2012 et en 2017. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, il y a dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon l'espoir que quand le monde populaire va s'intéresser à l'élection présidentielle, alors tout est possible. C'est-à-dire qu'on présume, du côté de chez Jean-Luc Mélenchon, un gain, un survote Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que les ouvriers seraient supposés, évidemment Jean-Luc Mélenchon et son entourage n'a jamais cru que tous les ouvriers votaient à gauche, ni encore moins que tous les ouvriers votaient Jean-Luc Mélenchon. Ils savent très bien que les ouvriers votent Marine Le Pen, votent Emmanuel Macron, votent socialiste, etc. Mais ils se représentent comme ayant un surcroît de mobilisation dans le monde ouvrier qui, du coup, leur permettrait, quand ce monde ouvrier va se mettre en branle, s'intéresser à l'élection présidentielle, potentiellement de refaire la remontada, je n'ose pas dire ce mot, mais de faire la progression qu'ils avaient fait la dernière fois. Il se trouve que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand
Jean-Luc Mélenchon était très amarré au Front de gauche, à l'alliance avec le Parti communiste en 2012. Il fait 11,3% des voix et il fait 18% des électeurs, des ouvriers votent Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il fait un gain entre 11,3 et 18%. Il gagne, fait plus 160 dans le monde ouvrier. En 2017, il élargit considérablement son influence. De ce point de vue, il devient un candidat plus transclassiste. Il récupère de l'électorat partout. Et on a 25% des ouvriers qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui ne fait plus que plus 127%. Ça veut dire qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon n'est pas aussi naturellement, même quand il pense faire sa stratégie populiste, etc., en 2017, il n'a pas progressé dans le monde. Alors, j'ai pris le monde ouvrier parce que c'était très lisible, mais ce n'est pas forcément aussi évident que ça, que c'est ça qui l'a fait gagner. C'est-à-dire qu'en fait, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon n'est pas aussi typé qu'il le pense ou qu'il se le représente si on regarde les sorties d'urne de 2017. Donc pour moi, ce que je pense, c'est que le problème, je ne sais pas encore comment ça va finir par prendre forme, parce que c'est un tout petit peu encore éclaté, la campagne de Jean-Luc Mélenchon. La semaine prochaine, il va présenter ses 683 mesures. Le livre de son programme sort en librairie, on en reparlera certainement. Le problème, c'est que moi, je crois, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois que ce ne sont pas les mesures qui font voter. Ouais. Bien entendu qu'il faut qu'un projet s'incarne dans des propositions concrètes, mais ce ne sont pas les mesures qui vont régler la question. Sans ça, si vous voulez, d'une certaine manière, il suffirait de mettre la question de la retraite sur la table et on aurait réglé son compte à Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron ou la droite ou Zemmour propose d'allonger le temps de travail à 64, 65, 67. Bon, ça prouve que la question de la proposition et de la mesure ne sont pas suffisantes pour embarquer une conviction politique à l'élection présidentielle, aussi structurante soit-elle que la question des retraites. On a besoin d'unifier. J'ai une dernière question pour clore le chapitre sur gauche et classe populaire, mais j'ai commencé là-dessus, mais j'aimerais bien aussi t'entendre là-dessus, Pablo, parce que ça me paraît fondamental. Thierry Pech écrit dans sa tribune « Qui aspire à représenter les classes populaires doit désormais affronter leurs divisions et leurs clivages ». Ça veut dire que le projet dont tu parles, c'est un projet qui unifie, mais qui unifie à travers des intérêts et des conflits d'intérêts différents, en fait. Mais je pense que cette question de l'unification des catégories populaires ou de la classe, moi je suis désolé, mais en fait les catégories populaires, j'aime pas ça, parce que le problème c'est qu'on réfléchit un peu comme je reviens toujours en fait à cette métaphore publicitaire, enfin à ce rapport au publicitaire. On réfléchit les catégories socio-professionnelles comme des segments en fait à essayer d'aller toucher. Et donc les catégories populaires seraient un certain segment, les classes moyennes seraient un autre segment, la bourgeoisie encore ou le bloc bourgeois encore un autre segment. Et en fait, on divise comme ça. On peut d'ailleurs subdiviser au sein des catégories populaires entre les différentes fonctions, entre les employés et les ouvriers. Au sein des employés, il y aurait les maçons, etc., etc. Et puis après, on subdivise. En fait, moi, je pense que le travail le plus urgent pour la gauche aujourd'hui, c'est effectivement la question de la réunification. Sauf que la question de la réunification, je suis désolé pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Fabien Roussel, elle ne se fait pas en 6 mois de campagne présidentielle. Dans les années au 19e siècle, ça a mis plus de 50 ans, plus de 60 ans en fait à constituer en fait une classe ouvrière digne de ce nom et qui soit capable en fait d'aspirer à la prise du pouvoir. Aujourd'hui, on se rend compte 6 mois avant l'élection, ah bah merde, on n'a pas fait le boulot pendant 5 ans et il faut que ces gens-là viennent voter pour nous. Et je sais, Catherine en parle souvent dans ses débriefs, et elle en parle souvent d'ailleurs tout court. On ne peut pas réduire l'élection à juste un espèce d'applaudimètre où les gens viendraient juste voter au dernier moment pour telle ou telle personne en fonction de ses propositions. La question de la réunification de la classe ouvrière ou des catégories populaires, où je m'en fiche le nom autour, effectivement, comme tu dis, Pierre, d'intérêt commun, mais je ne suis pas sûr. C'est surtout autour d'un projet commun. Je pense que ça sera, hélas,
plus long que juste Il y a 6 mois. l'idée, ouais, j'ajoute un mot sur ce que vient de dire Pablo, il y a l'idée que la réunification passerait par une réunification de situation de vie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des gilets jaunes, c'est-à-dire on les a pris un peu comme étant ceux qui racontent la précarité, la désaffiliation, l'humiliation, etc. Mais il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas d'unité des conditions d'existence. C'est extrêmement différent. Mais Non, mais voilà, oui. on est devant un éclatement. Non, mais tout à l'heure, La seule Pablo réunification parle. possible, c'est une réunification politique de Bien projet. sûr. Mais C'est la Pablo seule possible. Il n'y aura pas, il y aura pas on ne va pas réveiller la conscience d'une unité masquée. Il n'y a pas une unité masquée. C'est ça que je veux dire. La gauche doit être porteur d'un projet unificateur. Pablo, quand il disait tout à l'heure qu'il c'est sans doute un système, en tout cas, c'est une révolution qu'il faudrait mettre en place. J'ai toujours en tête cette démonstration de Danielle Simonet qu'elle fait dans ses conférences gesticulées où elle explique aujourd'hui, on a deux populations extrêmement précarisées que sont les chauffeurs de taxi d'un côté et les chauffeurs Uber de l'autre. Et pourtant, le système a créé une guerre entre les deux, une guerre d'intérêts qui sont différents, alors que leurs intérêts, a priori, sont les mêmes pour les uns et pour les autres. Donc, il faut créer sans doute un système politique qui arrive à faire se reconnecter ces deux univers. On en revient. Mais leur vie est profondément. Il faut prendre acte. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut. La réunification du monde ouvrier, elle s'est faite autour d'une unité avec un groupe central qui représentait, tirait et était porteur en lui-même. Voilà. Il n'y aura pas de groupe central et il n'y aura pas de réunification des conditions effectives de la vie du monde populaire, des gens du monde populaire. Allez, autre sujet, j'avais dit qu'on reviendrait un peu sur la situation en Biélorussie, aux portes de l'Europe finalement. Il y a quand même 3000 personnes qui sont entre la vie et la mort, qui ont froid, qui ont faim. Et je ne sais pas comment vous avez ressenti l'ambiance du débat public, mais moi j'ai été frappé quand même d'une espèce d'unanimisme nauséabond sur il faut monter. J'entendais juste avant qu'on commence le débrief, Jordan Bardella assumer l'idée qu'il s'il continuait à arriver, il fallait monter des murs, mettre des barbelés. La droite, évidemment, va là-dessus. Mais pardon, je sais qu'on va faire grincer des dents bien du monde, notamment Mélodie, qui doit nous regarder avec beaucoup d'attention. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas été, je trouve, à la hauteur de l'interview du jour. Il a été interrogé là-dessus. Il n'a jamais dit oui, il faut ouvrir les portes, il faut que l'Europe accueille. Il a arrêté son propos de dire il faut aider, il faut venir en aide aux gens pour qu'ils ne crèvent pas là où ils sont. Mais il n'a jamais répondu à la question de l'accueil. Mais qu'a la gauche à dire sur cette question migratoire finalement? Est-ce qu'elle a un discours finalement? Moi, je pense que c'est la même chose que la discussion précédente, en fait. En fait, c'est la même question, c'est-à-dire qu'elle souffre d'une ambition de projet. Et d'une certaine manière, quand Pablo dit qu'il faut tout remettre en perspective et avoir l'audace d'être, c'est-à-dire révolutionnaire, si on n'est pas capable de faire, si on ne fait pas ça, on est étouffé, on est pris dans la contingence. Alors, en plus, il y a l'histoire des élections et donc on se représente que le monde que l'on vise n'est pas capable d'admettre qu'on dise qu'il faut accueillir les migrants. C'est-à-dire qu'on pense que les Allemands, ils ont été capables de le faire avec Merkel, qui les a conduits à le faire. Tu vas nous énerver Pablo en 3 secondes là. Notre peuple, non, mais je ne sais pas si. Tu vas nous énerver Pablo en 3 secondes. Notre peuple, il n'est pas capable de le faire. Moi, la deuxième chose que ça me fait dire, c'est que l'Europe s'est mise dans un piège inextricable en déléguant à des pays frontaliers la question de la gestion de ces migrants. C'est-à-dire que là, c'est strictement pas possible. Donc, il y a une réflexion à reprendre profondément. Ça veut dire une autre ambition pour l'Europe, c'est-à-dire c'est pas simplement un problème franco-français, évidemment, il y a un problème franco-français de est-ce qu'on accueille, est-ce qu'on n'accueille pas, qu'on a eu au moment de l'Afghanistan à la fin de l'été, qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on ne va pas cesser d'avoir. Et par ailleurs, il y a un problème là dont on se rend compte de l'ampleur de la petite bombe que représente cette politique qui a été de déléguer la gestion migratoire aux marges de l'Empire. Bon, qu'est-ce que entre Roussel qui nous explique qu'il faut expulser les personnes qui ont été déboutées de l'asile, Jean-Luc Mélenchon qui répond pas vraiment à la question de l'accueil, et d'ailleurs ça rejoint pour partie l'appel qu'on avait lancé il y a pile 3 ans d'ailleurs, qui n'avait pas été signé par la France Insoumise en dehors de Clémentine Autain. Qu'est-ce qui se passe à gauche? C'est quoi? C'est la peur? C'est la peur de ne pas assumer, la peur de ne pas convaincre l'opinion? C'est quoi?
Non, mais c'est ce que disait Catherine. En fait, ils sont persuadés que avoir une position forte et une position humaniste sur la question migratoire va faire qu'ils vont perdre des pourcentages de façon substantielle parce que les gens seraient contre ou les gens auraient peur. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont intériorisé en fait la victoire de l'extrême droite, notamment sur les questions de grand remplacement, etc. Et qu'ils se disent ah bon bah puisque tout le monde a l'impression qu'on va se faire genre submerger en fait par parce que c'est des mots qui parfois, moi je l'entends dans des cercles de la gauche, on va se faire submerger par les migrants. Et d'ailleurs, ce pas des mots qui sont toujours utilisés comme l'utilise l'extrême droite. Hein. Lorsqu'on parle par exemple des migrants c'était climatiques, Gérard Collomb qui avait parlé de submersion quand non, il mais était Gérard Collomb, oui, mais Gérard Collomb, excuse-moi, mais je le mets dans l'autre camp. Par Il est exemple, passé dans l'autre Non, mais camp, tu de fait. as raison, mais j'ai encore pas entendu les parler de spécialistes des submersion à questions gauche. climatiques. Mais moi, je pense que tu vas trop loin, hein, Pablo. C'est-à-dire que je crois que j'ai l'impression que le poison rocardien nous a vraiment, vraiment affecté profondément. La France doit prendre sa part, mais je sais pas quoi, mais que sa part, Oui, toute sa oui, part, mais mais que il y sa a aussi part. la Et question climatique. La question La France ne climatique, à peut mon pas avis, elle est accueillir la misère du centrale. monde. En fait, ouais, elle sans ne peut pas arrêt. accueillir toute la misère du monde, elle doit Elle prendre doit sa prendre part, sa mais que part. sa part, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Et moi, je Moi, parle aussi de la question. j'ai l'impression, Pablo, que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'audace pour penser les questions. C'est-à-dire qu'on est capable d'audace pour se dire qu'on va faire face au réchauffement climatique et on n'est pas capable d'audace pour se dire qu'il faut qu'on repense cette question qui, de toute façon, qui pour une part d'ailleurs lui est liée, qui est la question des flux migratoires. Et puis, le fait, ce qui est intéressant avec Mélenchon, c'est qu'il est dans ce double discours. C'est-à-dire à la fois, il dit, mais presque dans deux phrases successives. Il va dire l'humanité voyage, c'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, c'est celle de ses déplacements. Et dans un deuxième temps, il va dire on ne part pas de chez soi que sous la contrainte et donc il faut permettre aux gens de rester sur place. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans cette espèce d'hésitation sur la pensée de ce sujet qui ne lui permet pas, à mon avis, d'aller au bout de sa proposition. Donc, il est dans un entre-deux, il faut être Non, mais humaniste, là, mais on ne peut pas les accueillir. Ouais. je suis d'accord, mais là, on est à un point de vue théorique. Là, le problème de l'interview dont on parle sur France 3 tout à l'heure, c'est qu'on lui dit est-ce qu'on doit les accueillir en France En Europe, en Europe, en Europe, en et Europe. en Europe et en France. Hein. Le TNI arrête pas de le répéter, et en France. Et en fait, la seule position valable, humaniste et de gauche qu'il aurait dû répondre, c'est oui, bien sûr qu'on doit les accueillir. On parle, en fait, il faut imaginer en fait l'image. C'est qu'à l'image, sur l'écran, il y a des enfants qui sont en train de mourir de froid et ne pas pouvoir, et on les voit marcher dans la neige de l'autre côté de Barbelé. Et imaginez en fait qu'un leader de la gauche, mais c'est pas le seul, hein, moi je ne jette pas la pierre de façon unique, il n'y en a aucun qui a eu un discours, à part peut-être Clémentine Autain, désolé, mais je sais qu'elle est proche de nous, mais à part elle, j'ai vu aucune personnalité de gauche vraiment avoir Clémentine un sur France Info ce matin, c'est excellent. C'était très bien, sans aucun problème. Ce qu'elle a dit était impeccable. Exactement. Mais les autres, personne n'est capable. Alors même qu'on voit des enfants pieds nus dans la neige et on sait qu'ils sont en train de mourir de froid, le Monde a déjà dit qu'il y en avait 10 qui étaient morts de froid, et ne pas dire, bah en fait, bien sûr qu'il faut les accueillir, bien sûr qu'il faut venir, bien sûr qu'il faut créer les conditions pour un accueil digne de ces personnes sur notre territoire. Sur notre territoire. Et imaginez qu'une personne de gauche ne dise pas ça. Qu'est-ce qu'il dit, Jadot? Mais après, on a du mal à se dire. Jadot, il est caché au fond de sa maison, là. Qu'est-ce qu'il parle? Pourquoi il ne parle pas, Jadot, là? Il dit quoi sur le sujet? Je sais pas. Moi, j'ai cherché sur son thread Twitter, là, sur son fil Twitter, il y a absolument rien, ça ne concerne pas. Parce qu'il y a la COP26, donc il a beaucoup parlé de la COP26. Oui, d'accord, bien sûr. Non, moi, je pense que Jadot, il est pris dans cette contradiction d'être un homme respectable, je ne sais pas quoi. Et il sera sans doute interrogé, il devra quand même avoir adopté une position claire sur le sujet. Il nous reste 6 minutes, Catherine, pour parler de la droite et de Zemmour. Alors, dis-nous, livre-nous ton analyse en 3 minutes sur cette droitisation de la droite, cette zémorisation de la droite. Zemmour nous en a encore fait une hier. Il était évidemment aux commémorations du Bataclan. Il nous a expliqué que François Hollande n'avait pas protégé les Français contre les attentats, que l'immigration, c'était le terrorisme de toute façon qu'il l'avait prédit depuis longtemps. Il a suscité beaucoup de polémiques. Mais à droite, ça parle visiblement. Moi, ce que j'avais envie de dire là, c'est que moi en tout cas, j'ai été stupéfaite du débat de la primaire à droite. Alors, je vais regarder ce soir la deuxième partie. Ce qui m'a absolument estomaquée, c'est que je partageais l'idée que
qu'avait développé ici Pablo, en disant quand il y aura un candidat de droite, ils vont devoir s'attaquer à l'affaire Zemmour et il aura la légitimité pour le faire. Là, ils se sont tous couchés. Mais c'est incroyable, incroyable. C'est-à-dire quand on leur demande le grand remplacement, il y a Ciotti qui dit pas de problème, il assume. Et les autres, il n'y en a aucun qui le conteste. Il y en a deux, Barnier et Pécresse, qui disent non, mais le grand remplacement, c'est pas bien de dire ça parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas capable de faire face, on acterait déjà le grand remplacement, ça désespère le peuple de France. C'est-à-dire qu'elle ne conteste pas sur le fond le concept. C'est incroyable. Enfin, j'ai trouvé ça. Et alors, celui qui m'a sidéré, c'est Bertrand. Bertrand, il quitte les Républicains en 2017 parce que Wauquiez ne prend pas clairement position contre l'élection, enfin, en faveur de Macron contre le vote pour Marine Le Pen. Wauquiez dit non, mais là, Bertrand dit non, mais là, ça c'est trop, je ne peux pas le supporter, je me casse. Ok, il se casse et tu le retrouves 4 ans après, totalement aligné avec ces idées-là. Et je crois que alors il y a 2 raisons. Il y a probablement l'idée qu'ils se font de l'électorat des militants LR qui est très tenté par Zemmour. Donc, ils n'arrivent pas à faire face et ils veulent pour l'instant être élus. Donc, ils sont prêts à n'importe quoi pour ça. Et par ailleurs, il y a leur petite tactique interne. Bertrand espérant que Ciotti va se désister pour lui pour le 2e tour, patati patata. C'est-à-dire que c'est affligeant. C'est-à-dire que les petits calculs pour être élus candidat de la droite, pour être désigné par les militants candidats de la droite et donc pour se faire avoir les voix de Ciotti, on est prêt à n'importe quoi. Enfin, c'est incroyable. Ah non, mais et ce qu'il y a de fou, c'est que c'est en train de totalement, d'abord je pense que ça les déshabille complètement et ça laisse tout l'espace à Macron. Hein. Pablo, 2 minutes. Ouais, moi, la seule, ce qui m'épate en fait dans cette campagne, c'est une campagne de troll. La droite de gouvernement a complètement disparu. Lorsqu'on écoute en fait ce qu'ils disent sur les questions de sécurité, avec leurs trucs, que ça soit les procureurs en fait qui donnent les peines, ou sur la question de l'immigration, tout ce qu'ils disent, mais franchement, presque tout ce qu'ils disent est absolument anticonstitutionnel et contraire à tous les traités et contraire aux règles de l'ONU, etc. Et ils en ont absolument rien à faire. Moi, je pensais que le fait qu'ils aient un troll, parce que moi, j'appelle ça un troll, comme Éric Zemmour, en fait, sur leur droite, je pensais que ça allait justement un peu les recentrer. Eh bien non. En fait, ils se disent, bon, il y a un troll qui nous passe devant, enfin, qui arrive, en fait, à faire son beurre en disant des trucs de troll, et eux, ils font les trolls. Et je trouve ça absolument désespérant que même des figures comme Barnier ou comme Bertrand, mais même comme Pécresse, qui étaient des gens qui, pour moi, représentaient dans une certaine mesure la droite de responsabilité, la droite de gouvernement, et totalement abandonné ce terrain. Je trouve que c'est absolument dramatique par rapport à ce qu'on imagine être un échiquier politique dans lequel il y a une gauche et il y a une droite qui s'affrontent. Mais je pense que ça, c'est aussi la droite, maintenant, c'est fruit, Macron. En fait, de la destruction de Macron, de ce qu'il a fait en 2017. Il y a longtemps que Macron, c'est la droite. Et que d'ailleurs, la droite, oui, bien sûr, elle est la la déflagration. Et que la droite des Républicains cherche à assumer une identité qui n'était pas la sienne historiquement et qui court sur son extrême droite. Bon. Mais ce qui est compliqué, c'est que la droite, c'est Macron. Tu dis la droite, c'est Macron. Ce qu'il y a, c'est que comme ça n'arrête pas de déplacer l'échiquier. Le curseur, bien sûr, c'est ça qui est on déplace le curseur sans arrêt et qu'en fait, Macron apparaît comme raisonnable devant ce délire. Et le fait pas que surtout, gauche... pas surtout. Si je puis me permettre, pas surtout. Sur la question des suppressions de postes, par exemple, des fonctionnaires, par exemple, Michel Barnier, et tout le monde s'en fout, mais j'ai l'impression. Mais sur la question de Michel Barnier et un autre, et Juvin, ils ont dit qu'ils étaient contre les suppressions de postes de fonctionnaires, par exemple. Et je trouve ça notable. Et bon, c'est totalement inaudible par rapport à ce qu'ils ont dit sur l'immigration. Mais sur ces paroles, moi, ce que je voulais dire, Pierre, non, ce que je voulais dire, c'est que du coup, comme tu as ce problème à gauche, ce qui est dramatique, c'est que cette faiblesse à gauche, en fait, comme tout se décale, on a une espèce de centralité de Macron qui devient incroyable, quoi. Mais dans quelle merde on est. On va inviter les gens à faire un bon dimanche, du coup. Bon, cet optimisme. Allez, au les cœurs, comme tu dis. Ciao.